Cher Nicolas, donc Nicolas est le doyen de la faculté de sciences de l'ICES. Il est docteur en neurosciences et neuropharmacologie de l'Université de Bordeaux. Il dirige la licence de sciences de la vie, qui tient bien son mot aujourd'hui, hein, sciences de la vie, c'est ce que tu vas nous expliquer. Et il dirige aussi le master biologie santé. Nicolas. Merci beaucoup, Guillaume. Monseigneur, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis content d'introduire cette matinée. Alors, sur une thématique de sciences naturelles, j'aurais pu appeler ça une présentation d'histoire naturelle. Je vais vous parler ni de l'homme ni de la femme, c'est quand même assez curieux pour une introduction à ces deux journées. Je vais quand même malgré tout en parler en filigrane et je vais parler d'un thème particulier, devenir mâle et ou femelle dans, on va dire, le registre des êtres vivants. Et bien évidemment, l'homme n'est pas exclu de cette partition. Alors, d'abord, je vais replacer dans le contexte cette problématique de devenir mâle ou femelle. Comme vous le savez certainement, les êtres vivants sont définis par un certain nombre de caractères, mais parmi les caractères définissant les êtres vivants, il y a un caractère qui est ce qu'on appelle la reproduction autonome. La reproduction est donc un mécanisme propre aux êtres vivants, avec on va dire une organisation très particulière. On peut distinguer classiquement deux grands types de reproduction. Vous avez ce qu'on appelle la reproduction asexuée. La reproduction asexuée est une reproduction où un individu va produire à partir d'une cellule de son corps un nouvel individu. Et bien évidemment, on a finalement un mécanisme qui se rapproche beaucoup du clonage, alors qui est extrêmement efficace en termes de colonisation de nouveaux milieux, puisqu'on peut produire énormément d'individus très très rapidement. Mais par contre, le génome de l'organisme nouveau qui vient d'être formé est identique au génome de l'individu parent. Et bien évidemment, ceci signifie qu'on a une homogénéité de caractère au sein de la population, ce qui confère quelques difficultés en termes d'adaptation à un changement de l'environnement des organismes. Aussi, très rapidement, la reproduction asexuée s'est retrouvée progressivement substituée ou adossée à un nouveau type de reproduction, ce qu'on appelle la reproduction sexuée, qui sera le cœur de ma problématique et du sujet que je vais traiter aujourd'hui. La reproduction sexuée est donc une reproduction qui va impliquer deux choses très particulières. Une production de gamètes. Donc on le verra, les individus produisent des gamètes, mâles et femelles, je reviendrai après sur cette notion-là, et ces gamètes, lorsqu'ils sont donc croisés au moment d'une reproduction, vont permettre la formation d'un nouvel individu en fusionnant. Ces phénomènes-là vont permettre d'avoir des apports de patrimoine génétique venant de deux individus différents, et donc créer un nouvel individu qui est génétiquement différent des individus parents. Alors, encore une fois, ceci confère une adaptation importante, ou une adaptabilité importante pour les organismes, car ils vont présenter un panel de caractères qui sera hétérogène au sein d'une population, et si jamais l'environnement vient à changer, eh bien, ces organismes seront à même de réagir et de s'adapter au nouveau contexte. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce que c'est qu'un gamète mâle et qu'est-ce que c'est qu'un gamète femelle? Qu'est-ce que sont les gamètes qui interviennent dans la reproduction sexuée? Alors, il faut que je gère deux trucs à la fois, et je ne suis qu'un homme, donc je ne gère pas deux trucs à la fois. Enfin, on leur dirait ça. Les femmes non plus, d'ailleurs. Bon, c'est mon côté neuroscientifique qui reprend le dessus. Alors, mâle ou femelle, quelle définition? En réalité, en biologie, la définition est, comme souvent en biologie, très simple et très opérationnelle. On définit comme individu mâle un individu qui est capable de produire des gamètes mâles, et on définit comme individu femelle un individu capable de produire des gamètes femelles. Vous allez me dire, on ne va pas bien loin avec ça, mais cependant, c'est malgré tout l'élément de définition qui est le plus simple à retenir. Alors, ceci nous fait glisser nécessairement sur une autre question, qu'est-ce qu'un gamète mâle et qu'est-ce qu'un gamète femelle? Je vais d'abord commencer par un filigrane général. Comme vous le savez, le gamète mâle, le spermatozoïde pour ce qui concerne les organismes animaux, est un gamète le plus souvent de petite taille, il mesure une dizaine de micromètres à peu près, ça dépend beaucoup des espèces bien évidemment, et il est mobile, alors que le gamète femelle est le plus souvent de grande taille, une centaine de micromètres, mais parfois plus, et puis il est donc bien évidemment inerte compte tenu de sa grande taille, il ne peut pas se déplacer. Ce phénomène-là nous amène donc du coup à deux considérations. Si ces deux gamètes sont différents par la fonctionnalité et par la taille, ils sont donc faciles à reconnaître, et donc on peut distinguer assez facilement un individu mâle d'un individu femelle simplement en constatant les gamètes qui sont produits. Mais j'ai mis un mais, car en réalité ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Deuxième élément, si on considère que des individus produisent des gamètes mâles et d'autres individus produisent des gamètes femelles, on peut donc facilement distinguer un individu mâle d'un individu femelle. Encore une fois, j'ai mis un mais, car vous le verrez à travers donc, cette petite présentation que certains individus sont capables de produire les deux, et donc se pose la difficulté de la définition de mâle et femelle. Alors on verra qu'on peut utiliser des définitions chronologiques, transitoires, en fonction de l'état de l'organisme considéré. Alors je vous montre quand même
Comme ça me permet d'essayer. Tac. Alors, je suis un biologiste, donc normalement, je suis censé me déplacer partout et sauter partout, mais là, je vais rester au pupitre. On m'a dit, reste au pupitre, donc je reste au pupitre. Donc ici, vous avez un gamète mâle, voilà, avec ce flagelle, je vais revenir après dessus. Et ici, vous avez donc le gamète femelle, vous voyez la différence de taille. Donc là, on est chez les organismes animaux. Je vous ai mis juste pour information ici, ce qui se passe aussi chez les végétaux. On a sensiblement le même type de dispositif. Vous avez ici des gamètes mâles, voilà, qu'on appelle des entérozoïdes, mais dont la morphologie est très très similaire aux spermatozoïdes. Et puis juste en dessous ici, vous avez ce qu'on appelle l'oosphère, qui correspond à l'ovule des animaux. Voilà. Et on voit ici la différence de taille, moins notable que pour les animaux, mais qui existe cependant. Alors, un petit mot sur ce qu'on appelle la différence, la distinction cytologique entre gamètes mâles et gamètes femelles, pour revenir sur quelques critères généraux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gamètes se différencient par des critères qui sont des critères soit d'apparence, soit de fonctionnalité. Le premier critère, bien évidemment, de distinction, c'est la taille. Alors pourquoi la taille? Pour une raison très simple, et c'est directement lié à la fonctionnalité de ces gamètes. Le gamète femelle, je vais commencer par lui, honneur aux dames, est un gamète de très très grande taille, pour une raison très simple, c'est qu'au cours de sa formation, il va se charger en réserve nutritive, il va se charger aussi en ce qu'on appelle des molécules informatives, des ARN, et ceci va constituer la base de la production de ce qu'on appelle l'embryon par la suite. Donc on a fondamentalement ici le gamète qui va porter une partie du programme de développement de l'organisme. Le gamète mâle, dans tout ça, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Ma foi, pas grand-chose, si ce n'est d'apporter cette petite pièce supplémentaire au patrimoine génétique, et donc cette part de variabilité à l'embryon. Et pour cela, vu que le gamète mâle ne se déplace pas, il faut que bien qu'il y en ait un des deux qui se déplace, et donc c'est le gamète mâle qui va assurer cette fonctionnalité de déplacement. Pour cela, eh bien, il y a une conséquence redoutable, il faut qu'il soit petit pour pouvoir se déplacer facilement, et il faut qu'il soit mobile, et la mobilité du gamète mâle est assurée par un flagelle, voilà, qui est, on va dire, quasiment un système universel dans le règne vivant. Vous avez ici un tout petit flagelle de rien du tout. Alors là, j'ai pris une photographie, c'est un ovule chez les oiseaux, c'est, on va dire, la situation presque la plus paroxystique de différence de taille entre le gamète mâle et le gamète femelle. Voilà. Alors, ça, c'est, on va dire, la règle générale, et on retiendra de toute façon de l'exposé que c'est la règle la plus fréquemment rencontrée. Sachez cependant que de temps en temps, les gamètes mâles et les gamètes femelles ne sont pas différents. C'est fréquent chez les organismes végétaux dits inférieurs, pour une belle terminologie, mais ça se rencontre effectivement chez les algues par exemple. C'est aussi le cas chez certains organismes animaux, comme les vers marins. Les vers marins vont présenter des gamètes mâles et femelles qui sont identiques. Les deux sont flagellés, les deux sont de même taille. Et alors là, bien évidemment, si on analyse les gamètes chez ces deux organismes, vous êtes incapable de dire lequel est mâle et lequel est femelle. Il existe cependant toujours quelque part de variation fonctionnelle. Ainsi, si je prends le cas de la néris, qui est un ver marin, vous avez donc deux gamètes strictement identiques qui sont produits, et le gamète femelle va produire une petite substance qu'on appelle la fertilisine et qui va attirer le gamète mâle à lui. Donc, on voit bien qu'il y a malgré tout un tropisme différent entre gamète mâle et gamète femelle. Alors pourquoi est-ce que ce qu'on appelle l'anisogamie, c'est-à-dire la différence de morphologie des gamètes, a été privilégiée par l'évolution plutôt que l'isogamie? Pour une raison très simple, c'est que ça confère un avantage redoutable à la reproduction sexuée, puisque nous avons ici des gamètes qui sont spécialisés dans des fonctions très particulières, et donc on peut adosser de l'énergie soit à placer de la réserve nutritive dans le gamète, soit à former une quantité impressionnante de gamètes mobiles, voilà, et donc les individus vont se spécialiser dans l'un ou dans l'autre. Alors, ça c'est la diapo coin-coin. Alors, maintenant qu'on a traité des gamètes, donc je vous ai dit dans l'immense majorité des cas, on peut reconnaître facilement le gamète mâle du gamète femelle. À travers donc la reconnaissance du gamète, on peut glisser sur la reconnaissance des individus. Dans l'immense majorité des cas, chez les animaux, et on va dire dans une petite majorité des cas chez les organismes végétaux, les individus mâles et les individus femelles sont séparés. Ce sont deux individus différents. Et donc, on qualifie ces espèces de gonochoriques. Voilà. Alors, c'est ici, je vous ai donné un exemple. C'est le cas donc, du canard colvert. Donc, vous avez reconnu ici le mâle, vous avez reconnu ici la femelle. Et on constate tout de suite quelque chose. Ils vont présenter un certain nombre de caractères morphologiques différents, en dehors de caractères anatomiques évidemment liés à la sexualité. Mais vous avez ici en dessous aussi, donc ça c'est une mousse, c'est le polytrix, c'est une mousse assez commune chez nous. Et donc, vous pouvez distinguer ici des petits toupets verts, voilà, qui sont là, et ici des petites coupelles oranges. Le toupet vert, c'est madame, et la petite coupelle orange, c'est monsieur. Donc, vous avez aussi un dimorphisme qui existe chez les végétaux, qui peut être plus ou moins prononcé. Alors, c'est moins évident pour nous, parce que nous sommes quand même avec un tropisme animal, et on reconnaît facilement des critères animaux, mais chez les végétaux, à partir du moment où on s'intéresse un tout petit peu, et surtout à ces petites bêtes-là, on arrive à reconnaître déjà des éléments de différenciation.
Alors, les éléments de différenciation entre individus sont les suivants. Vous avez une différence phénotypique, et donc je vais arriver un petit peu au thème de la discussion, c'est-à-dire ce qu'on appellerait le genre pour nous en biologie, c'est-à-dire le sexe phénotypique de l'individu, ce qui est visible extérieurement. Alors, il y a bien évidemment des critères morphologiques. Donc, je vous ai dit, c'est le dimorphisme sexuel qui peut être plus ou moins prononcé. C'est souvent des tailles, des couleurs différentes, éventuellement pour les animaux, des pelages, des plumages qui sont différents. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, des différences comportementales. Vous savez, un certain nombre d'organismes, entre autres chez ce qu'on appelle les vertébrés supérieurs, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, mais aussi chez les poissons, d'ailleurs, on retrouve ça aussi, des parades qui peuvent, du coup, constituer des éléments de rapprochement des partenaires pour l'accouplement et qui sont directement liés à des phénotypes sexuels. Un élément... Ces éléments de sexualisation phénotypique, donc de reconnaissance du mâle et de la femelle extérieurement, peuvent être permanents, c'est un cas fréquent, et ils peuvent être aussi transitoires, c'est-à-dire que les éléments de sexualisation ne peuvent apparaître des fois que de manière transitoire au cours d'une année, avec souvent une saisonnalité, j'en reparlerai par la suite. Alors, la séparation entre les sexes, encore une fois, apporte un avantage majeur, je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez compris, à partir du moment où vous avez des gamètes mâles et des gamètes femelles qui sont vraiment différents d'un point de vue fonctionnalité, il est évident que si on sépare les deux sexes entre deux individus, eh bien, vous aurez un individu qui sera spécialisé, lui, dans la constitution de ressources et de réserves pour mettre dans ses gamètes, c'est l'individu femelle, et un autre sera spécialisé dans la production en abondance de cellules de petite taille, c'est l'individu mâle qui va produire des gamètes mâles. Il n'est jamais bon de faire deux choses à la fois. Mais certains, quand même, malgré tout, s'y emploient. Alors, je vous l'ai mis ici, certains organismes brouillent quand même les pistes, parce que pour l'instant, on a une définition qui est très simple. Gamète mâle, gamète femelle, individu mâle, individu femelle. Mais... voilà, il arrive ce qu'il doit arriver. Un certain nombre font les intéressants et se disent « non, non, je ne suis ni mâle ni femelle, je suis un peu des deux ». Mais pas forcément tout le temps en même temps. Alors, cette situation particulière, c'est ce qu'on appelle l'hermaphrodisme. Il existe chez les organismes animaux, il existe chez les organismes végétaux, il existe aussi chez les champignons. Voilà, et ça correspond ni plus ni moins qu'à la capacité d'un individu à produire les gamètes mâles et les gamètes femelles, soit en même temps, soit de manière séquentielle. Donc, je vais revenir sur cette notion-là. Alors, bien évidemment, il faut que l'individu présente les dispositifs nécessaires. Alors, c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'un individu, à un moment donné de sa vie, va présenter les gonades et les conduits nécessaires pour produire des gamètes mâles, et qu'à un autre moment de sa vie, ou éventuellement en même temps, il va produire aussi les gonades et les conduits permettant la production de gamètes femelles. Alors, on va distinguer deux situations. Et donc ici, nos deux charmants compagnons vont illustrer ces deux situations-là. Certains peuvent produire les deux gamètes simultanément, c'est-à-dire les gamètes mâles et les gamètes femelles à un même moment de leur vie. Alors c'est le cas de l'escargot que vous avez reconnu ici. Voilà. Ces individus, donc l'un et l'autre, d'accord, ces deux partenaires vont présenter une gonade qu'on appelle un ovotestis. Alors, ovo pour ovaire et puis testis pour testicule. Donc, c'est une gonade un peu particulière avec deux compartiments. Un compartiment qui produit des spermatozoïdes et un compartiment qui produit des ovules, et ceci de manière simultanée. Vous avez un autre cas, ici donc, et qui est le cas le plus fréquent d'hermaphrodisme, des individus qui vont au contraire produire les gamètes mâles à un moment de leur vie et les gamètes femelles à un autre moment de leur vie. Ça implique une autre modification biologique, ça signifie qu'ils vont avoir un certain type d'appareillage génital à un moment donné de leur vie, et cet appareil génital va être modifié pour aborder un autre type d'appareil génital à un autre moment de leur vie. Voilà. Donc il y a un phénomène de transformation, de métamorphose anatomique. Alors c'est parfois assez drastique, parfois c'est, on va dire, plus subtil. Alors je vous donne ici ce cas ici, qui est une tulipe. La tulipe va présenter ici deux appareillages. Vous avez ici le pistil, donc c'est l'organe femelle, et vous avez ici tout autour les étamines, ce sont les organes mâles. Ici, donc, on a un organisme qui est doté, alors, a priori, d'un hermaphrodisme apparent simultané, puisque les deux organes sont là en même temps. Cependant, la maturité des étamines précède la maturité du pistil. Et donc, les deux organes ne fonctionnent pas en même temps. Voilà, donc, on a quand même un hermaphrodisme qui est de type successif. Alors, les organismes, bien évidemment, qui sont dotés de cet hermaphrodisme, et entre autres l'hermaphrodisme simultané, pourraient être tentés de réaliser ce qu'on appelle l'autofécondation. Après tout, j'ai les gamètes mâles, j'ai les gamètes femelles, pourquoi ne pas utiliser effectivement les deux pour produire ma propre descendance? On voit de suite la difficulté évolutive dans ce processus-là. Ça signifie que vous allez avoir une consanguinité qui va s'installer très rapidement et qui va entraîner un appauvrissement des caractères de la population.
Donc pour résoudre le problème, puisque quand même malgré tout la pensée n'est pas toujours, on va dire, présente chez tous ces organismes-là, l'évolution a quand même conféré à ces organismes une pratique particulière qui est ce qu'on appelle la reproduction croisée. Ça signifie que même si vous produisez des gamètes mâles et des gamètes femelles en même temps, vous serez nécessairement obligé de retrouver un partenaire pour pouvoir vous reproduire. Donc ici, on a le cas d'un accouplement entre deux escargots. Alors l'escargot, c'est très particulier, vous avez juste sous la bouche un petit dard. Alors c'est un peu gore ce que je vais vous raconter, en fait il s'accole, voilà, et puis vous avez le dard qui va sortir, et ça va couper la peau de l'autre partenaire, et par cette coupure, les spermatozoïdes vont pénétrer dans l'autre individu et vont venir coloniser les voies génitales femelles de l'autre individu, et ceci de manière réciproque. Donc les deux individus sont fécondés en même temps, donc on a une fécondation réciproque, alors les deux individus sont du coup fécondés, donc ça améliore notablement la quantité de descendants que l'on peut produire, voilà, tout en assurant une très grande diversité des descendants. C'est génial. Voilà. Alors, il y a quand même malgré tout certaines situations, encore une fois, qui brouillent les pistes. Je vous ai dit, donc, les organismes sont gonochoriques ou hermaphrodites. Dans tous les cas, ils sont amenés le plus souvent à faire une reproduction sexuée. Il y a quelques cas, malgré tout, surprenants et qui échappent à cette règle fondamentale de la reproduction croisée et sexuée. Je vous donne deux situations que je vais illustrer très très rapidement. Le premier cas, c'est l'autofécondation. Certains organismes vont réaliser ce qu'on appelle l'autofécondation. C'est-à-dire qu'ils sont capables de produire en même temps des gamètes mâles et des gamètes femelles, et ils vont les utiliser pour s'autoféconder. L'exemple le plus classique, c'est le ver solitaire, le ténia. Vous le savez, vous avez des vers parasites qui colonisent l'intestin des grands mammifères. Vous avez une espèce de ténia qui colonise l'intestin de l'homme. Et le ténia présente sur toute sa longueur, donc vous avez des anneaux. L'anneau qui est le plus proche de ce qu'on peut considérer être la tête, même s'il n'y a pas vraiment de tête chez ces organismes-là, ce sont des anneaux mâles, et les anneaux les plus éloignés sont des anneaux femelles. Et au fur et à mesure que les anneaux sont produits, ils changent de sexe, au fur et à mesure. Ça signifie que l'animal présente et des anneaux mâles et des anneaux femelles. Et vu que c'est un ver, il est souple, et donc il peut se replier, et donc il met en contact les anneaux mâles et les anneaux femelles, et donc il s'autoféconde. Voilà. Et c'est une situation particulière. Alors, il est en réalité contraint à l'autofécondation, car le ver solitaire a très mauvais caractère. Dès qu'un autre ver s'installe dans le même intestin, il le tue immédiatement. Donc, il est contraint à l'autofécondation. Voilà une situation particulière. Ça se traduit par le fait que le génome de ces organismes-là est un génome extrêmement labile, donc qui mute extrêmement rapidement, et ce qui confère du coup à l'espèce cette adaptabilité à un changement de contexte. Après, le contexte d'un intestin grêle change quand même relativement peu par rapport à un contexte environnemental classique. Voilà. Bon, le taux de CO2 peut monter éventuellement aussi. Et autre cas, c'est la parthénogénèse. Je l'évoque très rapidement, la parthénogénèse, c'est un processus extrêmement complexe sur le principe, mais c'est un processus que l'on retrouve entre autres chez les insectes sociaux et par exemple l'abeille. La parthénogénèse est un processus où l'individu va produire une descendance tout seul et à partir d'un gamète. Dans le cas ici qui est illustré, à ce niveau-là, vous avez donc une abeille reine. L'abeille reine, en fait, va s'accoupler une seule fois dans sa vie. Au tout début de sa vie, elle s'accouple avec un mâle. Et les spermatozoïdes du mâle vont venir s'accumuler dans une petite poche qui est localisée à l'intérieur de l'abdomen de la femelle, qu'on appelle une spermathèque. Et ces spermatozoïdes seront maintenus en vie durant toute la vie de la reine, ce qui peut durer plusieurs années. Et donc, la reine se suffit effectivement à un seul mâle et à un seul accouplement. Ensuite, elle va établir et elle va édifier une ruche. Et le phénomène se déroule de la manière suivante. À chaque fois qu'un ovocyte est pondu par l'abeille, la spermathèque va s'ouvrir. Et la spermathèque s'ouvre, et ce qui libère un spermatozoïde, on a une reproduction sexuée classique qui va s'opérer. Cette reproduction sexuée ne produit que des femelles, absolument que des femelles, voilà, et des ouvrières en l'occurrence, ou éventuellement des ouvrières avec, on va dire, une fonction un peu de soldat. À partir du moment où ces femelles vont coloniser l'espace, elles vont appauvrir progressivement la ressource nutritive, ce qui va diminuer un tout petit peu la qualité de la gelée royale qui est produite au niveau de la ruche. Et c'est ce qui nourrit, bien évidemment, la reine. Lorsque la ressource nutritive est suffisamment dégradée, ça va émettre un signal qui va fermer la spermathèque, et donc les ovocytes qui vont être pondus ne seront plus fécondés par un spermatozoïde. Et ils vont pour autant se développer, et ils vont former un mâle. Et ce mâle va sortir de la ruche, permettra l'établissement d'une nouvelle ruche un peu plus loin, là où les ressources nutritives sont un petit peu plus, on va dire, fournies. Voilà.
Je vous ai mis aussi une photo de violette, parce que la violette est un organisme cléistogame qui réalise aussi l'autofécondation, c'est-à-dire que le pistil et les étamines s'épanouissent avant que les pétales ne s'ouvrent, et donc voilà, on est condamné à s'autoféconder. Ce sont quelques situations vraiment extrêmement particulières et qui ne représentent pas effectivement, on va dire, la situation habituelle. Gamètes mâles, gamètes femelles, donc je dis dans l'immense majorité des cas, on peut les distinguer. On pourrait se poser légitimement la question de savoir d'où vient le distinguo entre gamètes mâles et gamètes femelles. Qu'est-ce qui définit une cellule comme étant mâle et une cellule comme étant femelle? Je vais utiliser pour aborder ce sujet la situation connue des mammifères, ici plus spécifiquement l'homme, voilà, mais je vais progressivement élargir le propos à d'autres organismes. Comme vous le savez, chez les organismes humains, et chez les mammifères aussi, tous les mammifères, quels qu'ils soient, vous avez ce que l'on appelle une hétérochromosomie qui apparaît dans le cariotype. Alors je vais reprendre ici, vous avez ici un cariotype humain. Là, vous avez les 23 paires de chromosomes. Et on constate ici que sur la dernière paire, alors si j'appuie sur le bouton, ça fonctionne. Ouais, super. Tac. Si je regarde ici la dernière paire, vous avez donc ici un premier chromosome et un deuxième chromosome dont la forme est très différente. On appelle ça une hétérochromosomie. Ça signifie que vous avez une paire de chromosomes qui intègre deux chromosomes de forme très différente. Alors ici, l'hétérochromosomie est appelée XY. Voilà, alors XY parce que le chromosome de grande taille ressemble à un X comme tous les chromosomes, et le chromosome Y qui ne ressemble pas à un Y, mais qui a un tout petit X avec deux petites pattes tout petit peu resserrées, ressemblerait, à s'y méprendre quand on fait un cariotype, à un Y. Mais bon, il n'a quand même pas une forme de Y, voilà, le pauvre. Et donc vous avez ici la morphologie classique du X et du XY, donc c'est-à-dire la femelle et le mâle ici. Alors, l'hétérochromosomie permet de définir classiquement les individus mâles et les individus femelles. Juste pour rappel, mais je pense que tout le monde le sait, un individu qui a un cariotype XY est un individu mâle, et l'individu qui a un cariotype double X est un individu femelle. C'est la situation classique aussi chez ce qu'on appelle les plantes à fleurs, les angiospermes, et aussi les diptères, les mouches, les moustiques et compagnie. Vous voyez, on partage, donc c'est très commun avec des organismes qui sont quand même malgré tout très différents de nous. Il existe un autre type d'hétérochromosomie sexuelle, c'est ce qu'on appelle l'hétérochromosomie ZW, qu'on retrouve chez les oiseaux, chez un certain nombre de reptiles, et chez les lépidoptères, c'est-à-dire les papillons. Voilà, donc encore une fois, ce sont des traits qui apparaissent de manière indépendante dans l'évolution. Cette fois-ci, l'hétérochromosomie définit les femelles, et non plus les mâles. Voilà. En d'autres termes, l'hétérochromosomie définit une différence de sexe au sein d'une population, mais vous voyez qu'elle peut définir soit le mâle, soit la femelle. Ceci sous-tend bien évidemment que les mécanismes qui vont définir le sexe de la cellule, donc le sexe de l'individu, sont différents en fonction du type d'hétérochromosomie rencontré. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais on va juste parler du cas des mammifères, plus particulièrement. Alors chez les mammifères, je vous l'ai dit, c'est la présence du chromosome Y dans le cariotype qui définit l'individu comme étant mâle et ses gamètes comme étant des spermatozoïdes. La question qui se pose, c'est pourquoi le Y définit ces cellules comme mâles et pourquoi l'individu est-il défini comme mâle aussi. Alors pour répondre à cette question, on a toujours en biologie l'habitude de chercher les dysfonctionnements pour essayer de résoudre la problématique du fonctionnement. Alors on s'est intéressé à un dysfonctionnement particulier qui est ce qu'on appelle l'intersexualité. Ce sont des individus qui vont présenter une disjonction entre leur génotype, c'est-à-dire ce qu'ils portent comme chromosome et comme gène, et l'expression phénotypique qu'ils en ont. Pour revenir de manière, on va dire, un petit peu plus précise et illustrer sur ce cas-là, ce sont donc des individus qui vont présenter un double X dans leur cariotype et qui ont pourtant un phénotype mâle, et des individus qui ont un cariotype XY et qui ont pourtant, on va dire, un phénotype femelle. Alors, les XX mâles vont présenter quand même un certain nombre d'anomalies phénotypiques. Ce sont des individus qui vont présenter le plus souvent des testicules réduits, non fonctionnels, et une pilosité le plus souvent peu prononcée. Et les individus XY femelles sont des individus qui vont présenter des ovaires dysfonctionnels, parfois chapeautés d'une petite partie testiculaire, voilà, et des traits de caractère sexuel secondaire féminin relativement peu développés aussi. Donc on voit que le développement n'est pas tout à fait dans un développement classique d'individus mâles ou d'individus femelles. Les XX, c'est à peu près un individu sur 10 000, je dis bien, et XY, un individu sur 20 000, à peu près. Donc ça reste quand même malgré tout relativement rare comme situation. Alors, si on regarde le cariotype de ces individus, en particulier, on constate une chose. Chez les individus qui vont présenter, alors je m'intéresse juste à ceux qui donnent effectivement des hommes et qui ont un cariotype XX, on voit que leurs doubles chromosomes X vont présenter une anomalie
qui est représentée ici en bleu. On voit sur le petit bras du chromosome ici une petite séquence qui est un peu différente de la séquence habituelle, qui devrait être rose ici. Alors rose, c'est les femmes, et puis bleu, c'est les hommes. Voilà. Donc ici, vous avez un transfert d'un chromosome Y, voilà, qui apparaît ici. Alors, cette région du chromosome Y, qui tente à masculiniser un individu qui devrait être normalement défini comme femme par son karyotype, semble avoir du coup une fonction masculinisante. Alors, on s'est intéressé à cette petite région du chromosome Y. Alors, voilà le chromosome Y, qui est ici. Ici, vous avez donc le petit bras, et donc c'est cette petite région-là qui a été transloquée chez notre individu XX et qui l'a masculinisé. Alors, cette petite région du chromosome Y, qui est ici, là, on l'a appelée région du gène SRY. Alors, au début, on l'a appelée région SRY, elle a été découverte dans les années 20. Voilà, le chromosome Y a été découvert dans les années 1905. Et cette région SRY, on l'a donc expertisée, on a séquencé cette région-là par des techniques qui sont moins élaborées que les techniques actuelles, et on a découvert donc un gène qu'on a appelé gène SRY pour Sex Determinating Region of Y Chromosome, et donc c'est la région du chromosome Y qui va servir à la détermination masculinisante de l'individu. Alors, comme tout gène, enfin comme beaucoup de gènes, pas tous, mais comme beaucoup de gènes, ce gène va coder pour une protéine. Cette protéine, c'est ce qu'on appelle le TDF, Testis Determinating Factor, et qui est produit entre la 4e et la 5e semaine de vie embryonnaire chez l'homme, par exemple. Donc, relativement précocement dans le développement embryonnaire de l'individu. Et le TDF va transformer une gonade qui est initialement indifférenciée, donc qui a une potentialité d'être soit une gonade mâle, soit d'une gonade femelle, en gonade mâle. Et donc, permettra la formation du testicule. D'autres gènes sont impliqués, en dehors de ce gène du SRY et de la production du TDF. Vous avez toute une séquence de gènes. Un gène important dans ce processus-là, c'est ce qu'on appelle SOX9, qui est un gène que l'on retrouve impliqué dans toutes les espèces hétérochromosomiques et même dans les espèces qui ne sont pas hétérochromosomiques. Je l'évoquerai ça très rapidement par la suite. Alors la question, c'est est-ce que ces gènes, est-ce que simplement ces gènes-là, SOX9, SRY, sont impliqués dans l'acquisition du phénotype mâle chez un individu? En d'autres termes, est-ce qu'une cellule qui porte nécessairement le chromosome Y va donner une cellule que je vais caractériser comme étant mâle ou pas? Ou est-ce que d'autres processus interviennent? Il y a deux réponses possibles à cette question, voilà, histoire de faciliter encore un petit peu les choses. Tac. Alors, je vais vous donner une première réponse qui est oui. Effectivement, lorsqu'une cellule est XY, elle va donner une cellule de type mâle, une cellule masculinisée. Alors, c'est l'exemple classique de la drosophile. La drosophile est un organisme qui est hétérochromosomique. Il va donc présenter dans son karyotype un chromosome X et un chromosome Y lorsqu'il est mâle, et deux chromosomes X lorsqu'il est femelle. Voilà. Donc, ça fonctionne comme chez nous. En réalité, pas tout à fait. C'est ce qu'on appelle une hétérochromosomie apparente. En réalité, ça fonctionne de la manière suivante. Un individu qui présente deux chromosomes X va être nécessairement femelle. S'il en présente 3, il sera aussi femelle. S'il en présente 4, il sera aussi femelle. S'il en présente 5 aussi, s'il en présente 6 aussi. Donc on a une possibilité de multiplier ce chromosome X. Par contre, s'il n'y en a qu'un seul, ce sera nécessairement un mâle. Et vous pouvez retirer le chromosome Y, ça n'empêchera pas l'organisme de se développer. Alors il se développe de manière quelque peu anormale. En gros, il perd la dernière paire de pattes. Mais par contre, il sera bien mâle. Voilà. Donc, bon, il a quand même 4 pattes, hein, ça suffit de toute façon pour se déplacer. Voilà. Alors, la drosophile est un modèle très intéressant parce qu'il y a peu de chromosomes. Donc, il est génétiquement facilement manipulable à travers des croisements que l'on peut réaliser. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on a réalisé des individus hybrides. Donc, on a pris des embryons de drosophile, et ce que l'on a fait, c'est que l'on a utilisé un embryon d'individu femelle. On a attendu le stade de cellules, un stade un peu particulier chez la drosophile, et on a gardé une cellule normale et une cellule où on a invalidé l'un des chromosomes X, donc il ne reste plus qu'un seul X. Et ensuite, on a laissé l'individu se développer. Cet individu particulier, qui prend donc du coup la moitié des cellules XX et l'autre moitié des cellules X, va présenter une moitié mâle et une moitié femelle. Donc on a ce qu'on appelle une mosaïque sexuelle chez cet individu-là. Ça signifie que c'est bien le fait que la cellule porte soit un seul chromosome X, soit deux chromosomes X, qui la détermine comme étant une cellule mâle ou une cellule femelle. Donc le karyotype de la cellule détermine sa nature masculine ou féminine. La question, c'est est-ce vraiment le cas chez tous les organismes? Et la réponse est non. Je vous donne la réponse avant même la détermination et la démonstration, mais j'y vais venir dessus. En tout cas, pas de manière directe.
Alors, pour illustrer cette situation-là, je vais revenir sur les mammifères un petit moment. Et illustrer ça par une situation particulière que l'on rencontre fréquemment dans l'élevage bovin, qu'on appelle le Free-Martin. Les génisses Free-Martin, ce sont des génisses qui, au cours de leur développement précoce, vont présenter un certain nombre d'anomalies de développement. Donc vous avez ici une génisse Free-Martin. Voilà. Cette génisse va présenter un certain nombre de caractères qui la fait ressembler à un individu mâle. Sa taille est plus importante que les autres génisses. Elle prend une masse musculaire plus développée. Et lorsqu'on regarde l'anatomie de l'organisme, on va retrouver des ovaires plus réduits, un utérus plus réduit, et fréquemment, on a des organes annexes mâles qui vont apparaître en plus, entre des vésicules séminales, qui sont habituellement impliquées dans la production du liquide spermatique, et donc qui n'ont strictement rien à faire dans l'anatomie d'une génisse. Et on peut retrouver fréquemment sur les ovaires des fractions de testicules aussi qui vont apparaître. Ça signifie que la génisse Free-Martin a été masculinisée. Elle a acquis un certain nombre de caractères masculins qui viennent perturber son identité féminine. Alors, quand on regarde le développement de cet organisme, on constate que le développement des génisses Free-Martin est un développement très particulier. Ce sont toujours des génisses qui ont connu un développement avec un jumeau, et ce jumeau est systématiquement un mâle. Une particularité du Free-Martin, le jumeau mâle et le jumeau femelle, ici la jumelle, le jumeau femelle, la jumelle, ici, le jumeau et la jumelle vont partager en partie leur placenta. Vous voyez, les deux placentas sont connectés. Et donc, ici, la circulation sanguine va être partagée entre l'individu mâle et l'individu femelle. C'est la seule voie de communication. Ça signifie que vous avez, par le sang, un signal masculinisant qui va transiter jusqu'à l'individu femelle et qui va la transformer de manière, on va dire, partielle en individu mâle. Si ce signal passe par le sang, c'est que c'est un signal hormonal. Ça signifie que chez les mammifères, vous avez un signal hormonal qui va être masculinisant, qui va conférer à l'individu un phénotype mâle. Voilà. Donc le karyotype est un élément, mais la signalisation hormonale est un autre élément indispensable. Alors on peut tenter de découvrir la fonction de ces signaux hormonaux dans la masculinisation de l'individu. Je vais vous donner simplement un exemple que l'on peut réaliser expérimentalement, mais qu'on réalise aussi d'ailleurs en agriculture de manière assez fréquente, c'est ce qu'on appelle le chaponnage. Alors, le chaponnage consiste à réaliser une ablation des testicules chez des jeunes mâles du groupe, enfin de l'espèce Gallus gallus, la poule, bien évidemment, mais enfin ici ce sont des coqs qui vont être sacrifiés pour la bonne cause. Et alors ici vous avez le phénotype classique d'un mâle. Alors, vous retrouvez ici les plumes caudales extrêmement développées, vous avez ici les crêtes dressées, très développées ici, un comportement de chant, voilà, que les Parisiens ont du mal à supporter quand ils sont à la campagne, et vous avez ici une stature aussi très particulière, qui est une stature comportementale, qui est de bomber le torse, voilà, mais qui existe pour de vrai. Si on retire les testicules chez cet individu au tout début de son développement, donc il ne faut pas trop tarder, il faut vraiment laisser au tout début du développement, on va obtenir une modification du phénotype sexuel de l'individu. Alors on retrouve ici ce qu'on appelle un chapon, qui va se caractériser, vous voyez ici, par une absence ou éventuellement une réduction des crêtes, aussi bien sur la tête que sous la tête. Vous avez un individu qui sera incapable de chanter, qui ne chantera pas, son agressivité est réduite, il ne bombe plus le torse, voilà, et sa masse adipeuse est plus importante, ce qui confère du coup un volume de chair plus important chez l'individu, ce qui est recherché bien évidemment en agriculture. Nous, en biologie, ce qui nous importe ici, c'est que l'ablation des testicules a entraîné une féminisation de l'individu. Voilà. En le privant du testicule, on le prive d'un signal qui normalement le masculinise. Alors ce signal, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est bien évidemment la testostérone. Pour en revenir à ce qu'on a vu précédemment, je vous ai dit, le gène SRY, qui est sur le chromosome Y, produit une molécule qu'on appelle le TDF. 5 minutes 2 minutes moins 3 minutes Moins 2 minutes Ça va, tu as encore un quart d'heure. Ah, ça va, donc ça va. Ouais. Ah non, tu ne toussais pas pour me dire que j'étais trop long. D'accord, ok, ça marche. Donc, la testostérone. Donc, je disais, donc, le gène SRY produit le TDF. Le TDF transforme la gonade indifférenciée en testicule. Et le testicule, sa fonction, c'est de produire la testostérone qui va masculiniser l'individu. Voilà, entre autres. Alors, pour faire un bref synthèse à ce stade-là du développement, voilà ce que l'on peut en dire. La formulation génétique détermine la nature des signaux qui vont déterminer le sexe de l'individu. Encore une fois, le karyotype XX ou XY va déterminer la nature mâle ou femelle de l'individu.
Chez les mammifères, ce processus est un processus indirect. Le karyotype produit une molécule qui va transformer la gonade, et cette gonade va être en capacité à produire un signal masculinisant qui va donc du coup masculiniser l'individu. Voilà. Si vous privez l'individu de cette gonade, même si ces cellules sont XY, il ne sera pas un individu mâle. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, est-ce qu'il existe d'autres facteurs que les hormones et les facteurs génétiques pour influer la sexualisation de l'individu et sa transformation en mâle ou en femelle? Alors, je vais terminer par quelques petites séquences d'histoire naturelle pour vous expliquer un petit peu d'autres facteurs qui peuvent intervenir dans la sexualisation des individus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les individus peuvent être sexualisés de manière transitoire au cours de leur vie et parfois de manière saisonnière. Chez les mammifères sauvages, ce sont des cas extrêmement fréquents où le niveau de masculinisation est plus ou moins poussé en fonction des périodes saisonnières considérées. Alors, j'ai pris ici l'exemple du cerf. Voilà, enfin, vu la taille des bois, c'est plutôt un chevreuil qu'un cerf, mais enfin, peu importe, on s'y retrouve à peu près quand même. Et donc, un certain nombre d'organismes vont présenter un phénotype sexuel qui est variable au cours de l'année. Alors, le cerf, c'est bien évident, ce sont les bois. On retrouve aussi ce phénomène-là chez les poissons. Chez les poissons mâles, vous avez souvent des nageoires qui sont plus développées durant les périodes de reproduction. Et bien évidemment, vous avez aussi la situation des floraisons, où les floraisons interviennent à des moments très spécifiques au cours de la vie de la plante. Il est évident que produire une fleur en hiver, c'est beaucoup moins fonctionnel que de produire une fleur au printemps ou en été. Et donc, on a une saisonnalisation de l'apparition des caractères reproducteurs chez ces individus-là. Alors, comment est-ce que l'on contrôle l'expression phénotypique de la sexualité chez ces individus? Il existe plusieurs phénomènes. Je vais m'attarder juste sur ce premier phénomène donc, qui concerne ici le cerf. Vous savez que le cerf va présenter en septembre et à l'automne une période qu'on appelle la période de rut, qui correspond à la période d'accouplement de l'individu, où l'individu va chercher une femelle, il va se battre avec les mâles, va rentrer en compétition. Et au cours de cette période, il va présenter des bois extrêmement développés, donc qui lui permettent d'avoir l'apparat nécessaire pour pouvoir attirer les femelles. Et puis sa voix mue aussi, voilà, et donc ça lui permet d'avoir le brame qui est attirant pour la femelle. Tous ces processus sont liés à un processus sur le long cours qui va durer à peu près 4 mois, au cours de laquelle les bois vont se développer progressivement et sa voix va muer. Et puis il va prendre un tout petit peu en masse musculaire. Ce phénomène-là est lié à une augmentation progressive de la quantité de testostérone qui circule dans son sang. Ça signifie qu'en dehors de ces périodes, la quantité de testostérone est relativement limitée, puis elle va progresser durant environ 4 à 6 mois. Cette progression du taux de testostérone va se dérouler durant la période préalable, donc vous voyez, en gros du mois d'avril jusqu'au mois de juillet-août, voilà, pour préparer la période de rut. Alors, qu'est-ce qui détermine cette augmentation progressive du taux de testostérone? Parce qu'à la limite, les testicules sont là, ils sont tout aussi fonctionnels, donc ça signifie qu'il y a des éléments qui vont contrôler la fonctionnalité du testicule. Eh bien, ce qui contrôle la fonctionnalité du testicule, c'est la quantité de lumière que reçoit l'animal au cours de la journée, ce qu'on appelle la photopériode. Au mois de février, la photopériode va commencer à augmenter de manière notable. Les jours rallongent, on le constate tous aujourd'hui, et ce rallongement des journées va stimuler l'œil de l'individu qui reçoit un peu plus de lumière. Et vous avez en arrière de l'œil, connecté par une série de nerfs indirects, je parle un tout petit peu de neurosciences, un petit noyau qu'on appelle le noyau suprachiasmatique qui est localisé à la base du plancher, enfin, sur le plancher du cerveau, à la base du cerveau. Ce noyau suprachiasmatique va décharger des neurohormones qui vont contrôler une glande qu'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale sécrète une hormone qu'on appelle la mélatonine. Et cette mélatonine, sous l'influence de la lumière, va se retrouver moins produite qu'en absence de lumière. Et la diminution du taux de mélatonine dans le sang va stimuler le testicule et augmenter la quantité de testostérone qui est produite. Voilà. Donc la lumière, de manière indirecte, stimule le testicule et augmente la quantité de testostérone. Voilà. Et prépare la période du rut. Alors c'est très intéressant ce système-là, on pourrait se poser la question de savoir en quoi c'est utile. La gestation d'un jeune enfant dure 8 mois. Si la période de rut se déroule du coup en septembre et octobre, ça signifie que le jeune va naître en avril et mai, donc au retour de conditions favorables pour l'élevage du petit. Ceci permet donc de différer la reproduction à un moment de gestation qui permettra ensuite la parturition de l'individu à un moment propice pour le développement de l'espèce. Autre situation. Petit poisson. Alors ici, vous avez un poisson qui s'appelle la giraie à tête bleue, qui appartient au groupe des labridés. Les labridés, ce sont des poissons que l'on retrouve fréquemment chez nous, sur la côte atlantique, en Méditerranée aussi. On les retrouve ailleurs, dans les zones tropicales. Et donc ici, la giraie à tête bleue est un labridé des zones tropicales.
C'est un poisson de récif, et comme beaucoup de poissons de récif, il fonctionne en groupes sociaux. Donc vous avez un individu mâle qui va contrôler une horde de femelles, en gros une cinquantaine de petites femelles. Cet individu a une particularité, il est hermaphrodite. Au début de sa vie, les individus seront tous systématiquement femelles, excusez-moi, et ils sont tous de petite taille. Et on constate qu'à un moment donné de la vie, un certain nombre de femelles vont se transformer en mâles. Pour cela, il y a un signal particulier qu'on a eu énormément de mal à découvrir d'ailleurs. On pensait pendant très très longtemps que c'était l'âge de l'individu qui le transformait progressivement en femelle, mais ce n'est pas le cas. En réalité, le groupe, le harem, est composé, je vous ai dit, d'un mâle de grande taille et puis de 50 femelles de petite taille. Bien évidemment, parmi les femelles, certaines se nourrissent mieux et donc vont grandir un peu plus vite que d'autres. À la mort du mâle, lorsque le mâle est souffrant, lorsqu'il voit la fin de sa vie arriver, il va émettre un certain nombre d'hormones qu'on appelle des hormones de stress dans son environnement. Les hormones de stress vont être captées par des récepteurs qui sont localisés dans les fosses nasales des femelles, et la femelle qui est un peu plus grande présente un tout petit peu plus de récepteurs. Et donc elle sera un peu plus sensible à ces hormones de stress, et ce qui va la transformer en individu mâle. Et donc, à la mort du mâle, cette femelle transformée va prendre la place du mâle et va devenir le chef du harem. Voilà. Donc vous avez ici un contrôle par le sexe ratio, c'est-à-dire que la disparition de l'individu mâle va entraîner l'apparition nécessaire d'un nouvel individu mâle pour contrôler le groupe. Et pourtant, l'individu a exactement le même génotype, il a la même gamme génétique à la base. Voilà. Ces chromosomes ne changent pas. Autre situation, alors ça c'est un truc bizarre, hein, c'est la bonellie. Alors la bonellie, c'est un ver voilà, qui appartient au groupe des annélides. L'individu mesure à peu près une trentaine de centimètres de long. Vous voyez, il est formé d'un corps sphérique, il y a une petite queue derrière qu'on ne voit pas, et puis il a une très très longue trompe qui se termine par un entonnoir. Les vers, au début de leur vie, sont des petites larves qui mesurent en gros 1 millimètre de long, qui ont une petite ciliature et qui sont nageantes. Ces larves sont sexuellement indifférenciées. Et arrivé au moment de la transformation, il se passe quelque chose. La larve qui n'a jamais rencontré d'individu comme celui-ci, d'individu femelle, ici, va se transformer en individu femelle. Et donc, il va grossir et prendre cette forme sphérique et cette longue trompe. Si par contre la larve rencontre un individu femelle, comme celui-ci, il va venir s'accrocher sur la trompe. Il y a des substances qui l'attirent sur la trompe. Il va se coller sur la trompe. Et s'il reste plus de 4 heures collé à la trompe, cet individu va former un individu mâle, qui est grand d'1 millimètre, qui ressemble à un grain de riz, et qui est réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire un testicule. Voilà. Si expérimentalement on vient rompre le contact entre la larve et la trompe de la femelle, l'individu deviendra une femelle. C'est donc le contact établi avec une femelle qui contrôle la détermination du sexe du nouvel individu. Et ceci permet de contrôler le sexe ratio dans la population. Voilà. Si on manque de femelles dans une niche écologique, on a peu de chances de la rencontrer, et donc on donnera des femelles. S'il y a beaucoup de femelles dans la niche écologique, on a de fortes chances d'en rencontrer, et on donnera des mâles. Voilà. Et ceci permet un contrôle de la population générale. Dernier cas de figure, il existe aussi des individus où le phénotype sexuel, le fait d'être mâle ou femelle, est contrôlé par la température. Alors, cas très particulier que l'on rencontre du coup chez les reptiles. Alors chez les reptiles, vous avez en gros les tortues, vous avez les lézards, vous avez les crocodiles. Voilà. Vous aviez les dinosaures, et puis si on est évolutionniste, on dit qu'on a aussi les oiseaux, et fait qu'une partie des oiseaux se comporte aussi de la même manière d'ailleurs. Alors, chez les reptiles, le phénotype mâle ou femelle est contrôlé par la température d'incubation de l'œuf durant le temps d'incubation par la femelle ou par les mâles éventuellement qui est réalisé. Alors, je vous ai mis ici un graphique qui vient illustrer la transition entre le sexe mâle et le sexe femelle en fonction de la température d'incubation des individus. Vous avez ici le pourcentage d'individus femelles qui est obtenu voilà, à une température d'incubation donnée. Alors, ce que l'on constate ici, c'est que alors, vous avez une courbe. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne plus. Hein. Alors, vous avez une courbe en trait plein. Voilà. Tac. Voilà. Ici. Ouais, j'ai plus de piles. C'est pas grave. Vous avez une courbe en trait plein, ici, donc, qui est très très basse au début, et puis qui monte ensuite progressivement, et qui monte progressivement à une température d'incubation donnée qu'on appelle la température de transition. Voilà. Cette température de transition sépare donc, du coup la température, on obtiendra plutôt des individus femelles, et au-delà de laquelle on obtient plutôt des individus mâles. Ça, c'est la courbe classique que l'on rencontre chez les tortues. Donc, ce que l'on constate, c'est que si une femelle a tendance à peu incuber ses œufs, durant on va dire la période d'incubation classique, les individus qui seront obtenus seront majoritairement des individus femelles.
Si par contre elle les incube durablement, durant la période d'incubation, on obtiendra majoritairement des individus mâles. Si on est sur une incubation qui est à peu près à la température de transition, on aura 50% de mâles, 50% de femelles. Voilà. Il s'avère que le sexe ratio de la population a une influence sur le comportement d'incubation de la femelle. Et donc, encore une fois, c'est un contrôle du sexe ratio de la population qui est établi par cette variation de la température d'incubation. Encore un peu plus fort et un peu plus perturbant, vous avez en bas la courbe de détermination du sexe chez les crocodiliens. Donc, chez les crocodiles, alors ce que l'on constate, c'est que si les œufs ne sont pas du tout incubés par la femelle crocodile, vous allez obtenir majoritairement des femelles. S'ils sont incubés à peu près sur le tiers du temps de la période d'incubation, vous allez obtenir majoritairement des mâles. Et si par contre elles restent en permanence à incuber ces œufs, on obtient des femelles. Et on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie des mystères. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que la température influe sur le sexe de l'individu qui est obtenu. On a découvert, et donc je ne vais pas rentrer dans le détail, des gènes en réalité thermosensibles chez ces organismes-là. Ce sont des gènes qui vont se déplier à une certaine température donnée et qui vont permettre la lecture de la séquence génomique et permettre la production d'une protéine qui permettra de déterminer l'individu comme mâle ou comme femelle éventuellement. Ici, ce sont plutôt des gènes masculinisants qui sont impliqués. Et nous arrivons au bout de l'exposé, et donc je me permets de faire une petite conclusion à tout cela. Je vous ai dit, le phénotype mâle ou femelle d'un individu implique bien évidemment le génotype de l'individu. Il est évident qu'avoir éventuellement un karyotype XX ou un karyotype XY vous détermine à être mâle ou femelle. Voilà. Cette détermination peut être directe, c'est ce que l'on a vu chez la drosophile. Chaque cellule est déterminée indépendamment l'une de l'autre. Vous pouvez même séparer les cellules, elles resteront mâles, elles resteront femelles. Mais dans un certain nombre de cas, ce karyotype n'est pas suffisant. Il implique en fait une deuxième séquence d'événements qui est une séquence hormonale, une séquence qu'on appellerait d'imprégnation hormonale. Voilà. En d'autres termes, les gènes vont masculiniser ou féminiser la gonade, et la gonade prend le relais ensuite en produisant des hormones et vont réaliser la masculinisation ou la féminisation de l'individu. En général, la masculinisation, parce que la féminisation est un processus constitutif de l'individu. En d'autres termes, en l'absence de tout signal, l'individu est par défaut femelle. Voilà. Et si on y ajoute un signal complémentaire, il est mâle. Voilà. Sauf dans l'hétérochromosomie inverse qu'on a vu chez les lépidoptères, par exemple, ou les oiseaux. Comme je vous l'ai dit aussi, en dehors de ce signal génétique, de ce signal hormonal, il existe d'autres types de signaux qui vont intervenir, des signaux environnementaux. Ces signaux environnementaux confèrent à l'individu ce qu'on appellerait une part d'adaptabilité sexuelle. Ça signifie que, en réalité, le karyotype et la signalisation hormonale est extrêmement contraignante pour les individus et ne permet pas d'adapter à des modifications brutales de la population ou de l'environnement ou de la niche écologique dans laquelle ils sont localisés. Eh bien, un certain nombre d'organismes ont répondu à cette problématique d'adaptation en adaptant progressivement leur sexe à partir de signaux qui sont émis par l'environnement et donc confèrent du coup un plus grand succès reproductif à l'individu et leur permet de subsister éventuellement plus longtemps sur des niches écologiques qui sont parfois peu favorables à leur maintien. Voilà. Je vous remercie de votre attention.